Merci à vous de m'accueillir et de me donner la parole quelques instants. Je suis désolé de bouleverser votre emploi du temps, mais je devrais rejoindre le Sénat pour continuer justement les auditions. Alors, elles sont accessibles sur le site internet du Sénat. Aujourd'hui, vous êtes tout excusés, bien sûr, pour ne pas les écouter, puisque vous êtes au colloque, mais demain, vous pourrez reprendre, si vous le souhaitez, le suivi de nos auditions au Sénat. Je remercie les organisateurs de ce colloque de leur invitation et de l'intérêt qu'ils portent au rôle du Parlement pour préserver un droit à l'information fondamentale au fonctionnement de notre démocratie. Permettez-moi de commencer par rappeler une évidence, ce lien direct qui existe entre l'existence d'un droit réel à l'information et le bon fonctionnement d'une démocratie. Qu'est-ce qui différencie en effet un régime autoritaire d'une démocratie moderne? C'est avant tout, à mon sens, la séparation des pouvoirs, la garantie des droits, en particulier le droit d'expression, la liberté des débats et la capacité des médias à rendre compte de ces débats entre majorité et opposition, tels qu'ils se déroulent dans les assemblées politiques constitutionnelles. Or, il existe aujourd'hui une tension nouvelle, bien connue, entre les débats démocratiques, tels qu'ils continuent à se tenir dans les enceintes parlementaires, et un débat politique au sens plus large qui s'est déporté sur les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux. Au fil du temps, la démocratie délibérative a cédé de plus en plus de pas à la démocratie d'opinion. Cette évolution a de nombreuses causes. La plus importante, à mon sens, tient au fait que dans notre société, nous accordons de moins en moins d'importance à la culture générale, à ce qu'on appelait jadis les humanités. Pendant toute une partie du XXe siècle, il était entendu qu'un citoyen informé était un citoyen actif, qui achetait un journal, qui écoutait la radio ou la télévision, qui s'engageait dans un parti politique, une association ou un syndicat. Ce citoyen se formait au débat lors de chacune de ses expériences. Il était confronté à d'autres points de vue, d'autres réalités. C'est ce sentiment d'appartenance qui le faisait apparaître également comme un citoyen actif. On peut bien comprendre la réalité des dangers de la désinformation sans insister sur le changement de comportement de nombreux citoyens qui se sont détournés de cette culture des médias et de l'engagement à mesure qu'ils devenaient des individus de moins en moins engagés dans un collectif. Baisse de la participation électorale, baisse des effectifs des partis politiques et des syndicats, réduction de la place de la politique dans les grands médias nationaux, autant de phénomènes que nous connaissons désormais. Les causes de ce désengagement des citoyens sont nombreuses et ce n'est pas l'objet de ce colloque de les analyser. Tout au plus peut-on rappeler, car cela a été bien analysé déjà, que les citoyens sont aujourd'hui davantage tendance à s'identifier à leur situation personnelle, particulière, qu'à se positionner par rapport à des grandes valeurs universelles et à se réaliser dans des actions collectives. Et de ce point de vue, ils sont sans doute fragilisés par rapport à la désinformation. Ils sont donc plus exposés aux différentes stratégies de désinformation qui attisent les conflits et les groupes sociaux. Les médias, depuis 20 ans, se sont fait l'écho à leur manière de cette évolution. Le grand magazine politique 7 sur 7 de TF1, que beaucoup ici ont connu, peut-être les plus jeunes dans cette salle, a été remplacé par une émission de reportage qui traite de sujets non politiques. L'heure de vérité n'a jamais été remplacée. L'heure de vérité qui rythmait la vie politique il y a quelques années n'a jamais été remplacée. Les responsables politiques ne sont plus invités dans les journaux télévisés, ou quasiment rarement, à l'exception, bien entendu, des périodes électorales. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des travaux que nous conduisons au Sénat avec la commission d'enquête sur la concentration des médias. Les très nombreuses auditions que nous avons organisées nous confirment dans ce diagnostic. Le débat d'idées a fui les grands médias télévisés. Pour ne prendre que cet exemple, mais il nous a frappé, Gilles Pélisson nous disait ainsi lundi dernier que le journal de 13h de TF1 ne traitait pas de questions politiques. La transformation du paysage médiatique n'est pas étrangère évidemment à cette évolution. Le développement du replay, les plateformes SVOD, a mis un terme à la pénurie d'offres des programmes.
le téléspectateur n'est plus captif, les grands médias se sont adaptés aux attentes. La nature ayant évidemment horreur du vide, le débat politique s'est déplacé sur les réseaux sociaux et sur les plateaux des chaînes d'information. Je suis toujours amusé, personnellement, amusé mais aussi inquiet, de constater quand on a un débat parlementaire, le silence de certains sénateurs ou sénatrices que nous n'entendons pas dans le débat, mais par contre, que nous retrouvons le soir sur les chaînes d'information à présenter les positions sur lesquelles eux-mêmes ne sont pas intervenus. Je ne reviendrai pas sur la dérive qu'ont connue les réseaux sociaux, la formidable promesse de démocratie participative qui était apparue il y a une dizaine d'années avec lui. La mobilisation et le débat ont cédé la place à l'invective et à des comportements de meute. La recherche de la vérité, de l'équilibre, de la nuance sont devenus secondaires face à l'objectif de domination de ce nouvel espace public. On dénonce les propos adverses, on pourchasse leur auteur, on caricature leurs propos. Les officines plus ou moins clandestines n'hésitent pas à diffuser des fausses informations, parfois avec le soutien d'États étrangers. Certains États sont même passés maîtres dans ces exercices de déstabilisation. Si ces actions de désinformation ont toujours existé, leur ampleur a été démultipliée par le développement des réseaux sociaux et leur impact a pris encore plus d'importance avec l'isolement des individus. L'affaiblissement de l'intérêt pour la vérité, l'émergence et le développement du relativisme, puis le succès des vérités alternatives ont profondément nui à la qualité du débat démocratique. Certains responsables politiques ont aussi contribué à cette évolution en privilégiant des stratégies de communication ayant précisément pour objet de s'arranger avec certaines réalités. Du fait de ces évolutions, notre société démocratique est aujourd'hui menacée par deux sentiments aussi redoutables l'un que l'autre, la défiance et le soupçon. Beaucoup de Français confirment régulièrement dans les études d'opinion leur défiance vis-à-vis des responsables politiques, mais aussi vis-à-vis des journalistes. De nombreux Français aiment par ailleurs entretenir un soupçon sur les intentions des médias et leurs actionnaires qui ne seraient pas dépourvus d'intentions cachées. Là encore, cela n'a rien de nouveau. Longtemps considéré comme le meilleur film de tous les temps, Citizen Kane, d'Orson Welles, raconte l'histoire d'un magnat de la presse idéaliste qui ne résistera pas à une soif d'ambition et de pouvoir. Nous devons donc rester vigilants et les travaux de notre commission d'enquête sont utiles à cet égard pour clarifier les choses avec un triple constat. Si le secteur des médias connaît effectivement une véritable révolution, il n'est pas possible aujourd'hui de conclure à l'existence d'une concentration excessive des médias en France au regard notamment des grands acteurs américains du numérique et des plateformes. Des évolutions structurantes sont en cours qui devraient se traduire par un renforcement de la concentration avec l'émergence de groupes présents dans plusieurs médias avec pour objectif de réaliser des synergies entre leurs différentes activités. Enfin, si nos travaux n'ont pas démontré que les actionnaires des grands groupes de médias intervenaient dans la vie quotidienne des rédactions, ils ont néanmoins mis en évidence l'existence d'une crainte forte des journalistes sur la remise en cause de leur indépendance et leurs conditions de travail. Le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mestre, a rappelé au Sénat que jamais il n'y a eu pour le citoyen autant de choix, de moyens de s'informer. Le pluralisme est une réalité. Le constat que nous faisons aujourd'hui ne vaut pas cependant pour l'avenir. Et si la situation que nous connaissons est globalement satisfaisante, nous sommes en droit de nous interroger par rapport à certaines évolutions. Quelles sont les conditions et les enjeux pour le législateur? Comment préserver la liberté d'informer et la qualité de l'information? Au risque de me répéter, je dirais que tout commence par l'école, par l'éducation du citoyen. L'enseignement de l'histoire et de la culture générale constitue le meilleur vaccin contre les approximations, les anachronismes et les erreurs historiques qui font florès sur les plateaux de télévision et même lors des débats électoraux. Un deuxième enjeu concerne, à mon sens, une revalorisation du métier de journaliste. On évoque peu ce sujet, mais nous avons pu mesurer combien les restructurations dans la presse écrite, le développement des chaînes d'information low cost, privilégier des débats sans fin à des reportages, le recours à des rédacteurs pigistes sur des sites internet ont dévalorisé la belle proportion de journalistes,
Il faudra ouvrir le chantier au cours du prochain quinquennat. Et cela concerne tant leur formation, leur rémunération que leur déroulement de carrière. Il ne peut y avoir d'information sans journalistes, comme il ne peut y avoir de démocratie sans information. La nécessité de faire émerger des lieux qui apparaissent comme fiables en termes d'information est aussi une évidence. Des espaces, en quelque sorte, références, dans lesquels les citoyens peuvent recourir en confiance quand ils ont besoin de vérifier une information. Cette nécessité est apparue de plus en plus, notamment lors de la crise de la Covid, où les Français ont cherché des espaces, des médias fiables, dans lesquels l'information était de qualité au sens où non influencée par une opinion ou un intérêt. L'action des pouvoirs publics doit enfin permettre de faire émerger ces lieux de référence avec des acteurs puissants qui répondent à des règles de transparence et de rigueur. Il n'existe pas aujourd'hui de groupe de médias français de taille mondiale, voire même européenne. Or, nous avons appris de l'audition de Thomas Rabe, président de Bertelsmann, que plus un groupe de médias est important, plus il s'adresse à tous les citoyens dans leur diversité et ne peut prendre le risque d'apparaître partisan. Il y a donc un travail à faire dans notre pays, à la fois pour accepter l'émergence de quelques grands groupes qui auront la capacité d'investir dans tous les types de contenus et pour obliger ces groupes à respecter une éthique de responsabilité qui seule permettra d'avoir raison des sentiments de méfiance et de soupçon qui sont largement répandus dans notre société. Mais l'affirmation de grands groupes aux moyens humains, techniques et financiers puissants doit s'accompagner d'un renforcement du régulateur qui ne peut être crédible et efficace que s'il a lui-même les moyens de contrôler et de sanctionner. Il ne peut y avoir en démocratie des acteurs qui deviennent de plus en plus puissants si l'autorité qui les contrôle n'accroît pas également ses moyens et ses pouvoirs. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour accompagner cette évolution et le service public a une mission fondamentale pour conduire ce que la BBC appelle la concurrence par la qualité. Je suis favorable à une réforme ambitieuse du service public qui permettra de moderniser la gouvernance, de garantir des moyens suffisants et d'assurer l'impartialité de son information. Un audiovisuel public légitime constitue une première pierre indispensable d'un paysage médiatique apaisé. Le rôle des pouvoirs publics est ensuite de revenir sur les dispositions réglementaires accumulées au fil des ans qui nuisent au développement des groupes de médias français, alléger certaines contraintes en termes de concurrence sur le développement des plateformes qui a tant nui à Canal Play et à Salto, et mieux équilibrer la réglementation, la production constitue par exemple deux nécessités que nous devons envisager. Mais ce grand toilettage de leur environnement juridique doit avoir des contreparties sur le plan de l'information. Si les pouvoirs publics laissent émerger ces grands groupes qui sont en train de se constituer aujourd'hui, il faut pouvoir obtenir de ce nouveau géant des garanties renforcées sur la place de l'information, la qualité du travail des journalistes et leur haut niveau de professionnalisme. Concernant plus précisément les chaînes d'information qui font tant débat, je ne rentrerai pas dans le jeu consistant à décerner des bonnes ou des mauvaises notes. Je pense simplement qu'il n'est pas normal d'accepter que des grands groupes possèdent des chaînes d'information et décident de mettre en œuvre des modèles low cost, privilégiant des émissions de débat pour réduire leurs coûts au strict minimum. Pas plus qu'il n'est acceptable que certains jouent sur la confusion entre information et opinion. Débattre entre représentants d'opinions différentes n'est pas produire de l'information. Le rôle premier des chaînes d'information doit être, comme leur nom l'indique, de produire de l'information. À l'avenir, je pense qu'il faudra regrouper ces différentes chaînes d'information dans un même bloc thématique et imposer à chacune d'elles, non pas un contrôle de la rédaction, qui n'est pas concevable dans une démocratie pluraliste, mais des critères de qualité qui devront passer par un certain niveau d'investissement et d'encadrement juridique. Une chaîne d'information doit être une vitrine du savoir-faire, d'un groupe de médias privés ou publics. Elle ne doit pas être un centre de coûts géré indépendamment de la place qu'occupe son actionnaire dans le paysage médiatique.
Pourquoi ne pas imposer un niveau d'investissement dans l'information en fonction du chiffre d'affaires, comme il existe des obligations d'investissement dans la création? Nous pouvons, à travers le colloque que vous organisez aujourd'hui, ouvrir ce débat. En conclusion, vous aurez compris que face aux changements qui se dessinent, j'estime que notre responsabilité est à la fois de permettre aux médias d'évoluer, mais aussi d'établir de nouveaux standards de qualité et de responsabilité pour ces nouveaux groupes qui sont en train d'émerger. Les médias ne sont pas une industrie comme une autre. Comme l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie du nucléaire ou les banques, ils occupent une place particulière dans notre société qui justifie de leur imposer des devoirs spécifiques. C'est à cette condition que les Français retrouveront confiance dans leur information et dans notre démocratie. Je vous remercie.